Madame, monsieur, bonjour. Merci d'être sur Equinox Télévision. Je vous souhaite la bienvenue à Droit de Réponse. Droit de Réponse, votre magazine qui questionne toutes les semaines le traitement de l'actualité par la presse pour une meilleure compréhension de l'information. Comme on va le remarquer tout à l'heure, l'actualité aura été abondante et les sujets auront été traités avec plus ou moins d'importance selon qu'on a affaire à telle ou telle autre question. Il y a Mohamed que beaucoup d'observateurs présentent comme le mouton noir du football camerounais a une fois de plus été réélu à la tête de l'instance fêtière du football camerounais. C'est sans surprise pour le quotidien La Nouvelle Expression. C'est une réélection embarrassante et même trop encombrante pour le quotidien Le Messager. Embarrassant et encombrant pour qui et pourquoi? Ce cliché s'oppose-t-il au gouvernement camerounais accusé par le journal d'avoir mal manœuvré en proposant un comité consensuel? Il y a Mohamed en détention préventive et son équipe ont-ils désaxé leurs adversaires? Le gouvernement camerounais, fidèle à sa tragédie de l'inertie et du pourrissement, est-il pris dans son propre piège en laissant le président réélu de la Fédération camerounaise de football manœuvrer jusqu'au bout? S'interroge ainsi cette semaine le quotidien Le Messager. Dans tous les cas, le sujet a fait le chou gras de la presse cette semaine avec plus ou moins de passion qu'on ne retrouve forcément pas dans l'annonce du sommet sur la sécurité dans le golfe de Guinée qu'abrite le Cameroun à partir de demain lundi. Cette actualité va connaître, comme on va le voir tout à l'heure au cours de la revue de presse, un traitement qui varie selon qu'on a affaire à tel ou tel autre journal. C'est le quotidien La Nouvelle Expression a offert un dossier sur les enjeux de ce conclave. Le quotidien Mutation, par contre, lui se pose la question de savoir pourquoi Paul Biya boude-t-il les sommets pour peindre la diplomatie dite de la chaise vide pratiquée par le Cameroun. La question est-elle anodine? L'est-elle encore davantage face à la réponse d'un éditorialiste que le journal rapproche du cabinet civil de la présidence de la République qui estime que le président Biya sait que ces réunions sont de simples rencontres institutionnelles? Faut-il envisager cette hypothèse concernant celle de Yaoundé? Qu'est-ce qui justifie cette propagande gouvernementale dénoncée cette semaine par la presse autour du sommet de Yaoundé? Et dans la dernière escale de cette émission, nous reviendrons sur la suppression du visa dans la zone SEMAC, une résolution du conclave des chefs d'État et de gouvernement tenue le 14 juin dernier à Libreville au Gabon. Une résolution qui a commandé beaucoup de réserves au sein de l'opinion, des réserves qui ont été rapportées cette semaine par la presse locale. Madame, monsieur, voilà quelques préoccupations que nous nous proposons de partager avec vous, mais surtout avec nos panélistes, des invités qui ont bravé les intempéries de la nature, cette importante pluie qui s'est abattue et qui continue d'ailleurs de s'abattre sur la ville de Douala. Ils sont sur le plateau. Le professeur Aboya Ndong Manassé, bonjour. Bonjour Pénélope. Merci d'avoir accepté ce rendez-vous. Vous êtes politologue, vous êtes membre de la Fédération africaine des études stratégiques. C'est une société savante. Absolument, c'est une société savante qui est basée à Rabat au Maroc et qui regroupe tous les experts qui sont intéressés ou qui traitent des questions relatives aux études stratégiques, notamment les questions relatives à la paix et à la sécurité en Afrique. Votre rapport est très attendu au cours de cette autre livraison de Droit de Réponse sur Equinox Télévision que reçoit pour la première fois Cyril Kéméyé. Bonjour. Bonjour Fénelon Maopsen, c'est la deuxième fois, c'est le deuxième passage à Droit de Réponse. C'est avec un égal plaisir que j'ai envie de dire que je défère à votre invitation. Ça se voit, vous avez bravé la forte pluie qui s'est abattue. Timothée Makongo également, bonjour. Bonjour. Vous êtes un ancien lion indomptable de football. Merci d'avoir accepté ce plateau. Au cours de cette émission, nous aurons également l'universitaire Dominique Yam Timba. C'est un analyste des questions nationales et internationales. Également notre journaliste Jean-Paul Siri, Eric Yombi, il est journaliste et internationaliste. C'est un chercheur. Nous l'aurons également au cours de cette autre livraison de Droit de Réponse sur Equinox Télévision. Madame, monsieur, vous voulez certainement vous rappeler des questions qui sont débattues et comment est-ce que la presse les a traitées pendant cette semaine. Je vous propose de suivre avec beaucoup d'attention la revue de la presse. Christine Sandrine Yamga, bonjour. Bonjour Fénelon, bonjour à tous. Et si on commençait par vous présenter le jour de l'élection à la Fédération camerounaise de football,
Mutation raconte comment une ambiance électrique a régné au siège de l'instance officielle de football. À Tinga, intrigue et fort déploiement des forces de l'ordre étaient notamment observés. Le messager estime que c'est une élection sous fond de cafouillage. Les tests en vigueur à la FECAFOOT sont appliqués au bon vouloir de chaque tendance, selon que l'on soit du comité exécutif ou du comité d'urgence. Mais Kalara, le journal judiciaire, se sent simplement intrigué par l'affaire. Mohamed Iya, lui, bien qu'au centre d'une enquête policière, officiellement liée à sa gestion de la société de développement du coton, la Sodo-Coton, a maintenu son ambition de rester à la tête de la Fédération camerounaise de football. Ce qui fait dire à la nouvelle expression qu'Iya Mohamed est entre élections et mandat de détention provisoire, le candidat qui était dans les mailles de la justice au moment du scrutin. Mais il a peut-être bien fait de conserver sa candidature selon ses partisans, puisque Mutation nous apprend que Iya Mohamed a été élu président de la FECAFOOT. Sa liste a été plébiscitée à 97 voix sur 98 et pourtant lui-même était écroué à la prison centrale de Nkondengui à Yaoundé après un passage chez le procureur près le tribunal criminel spécial. Toujours à Yaoundé, le quotidien, le messager confirme d'ailleurs cette information en affirmant que Iya Mohamed a été déféré à la prison de Nkondengui dans le cadre de l'opération Épervier, alors qu'il a été élu contre vents et marées à la Fédération camerounaise de football. Le messager poursuit en révélant qu'Iya Mohamed est inculpé pour 13 milliards de francs CFA. Le directeur général de la Sodo-Coton aurait plaidé non coupable. En attendant l'ouverture du procès, il prépare déjà sa défense. Le journal s'inquiète de l'après-élection à la FECAFOOT qui a vu des responsables être entendus au secrétariat d'État à la Défense. Une vingtaine de membres de l'ancien et du nouveau bureau ont été auditionnés au sujet des fortes sommes d'argent qui auraient circulé avant, pendant et après le scrutin à la Fédération camerounaise de football. Ce serait donc aux yeux de Europe Plus des forbans qui ont bafoué l'autorité de l'État et désavoué la FIFA, créant ainsi la République de la Fédération camerounaise de football dans une élection où des listes présentées comme celles de l'émargement se sont retrouvées comme des listes de participation à un vote plutôt imaginaire. Et bien loin de ce couloir, les ressortissants des pays de l'Afrique centrale seront plutôt heureux d'apprendre que la libre circulation au sein de la CEMAC prendra corps le 1er janvier 2014. Un rendez-vous selon Cameroun Tribune qui rappelle que l'annonce a été faite au cours d'un sommet extraordinaire de chefs d'État de la CEMAC, la tenue à Libreville au Gabon. Mutation note qu'au sujet des résolutions, le Gabon et la Guinée équatoriale ont consenti à ouvrir leurs frontières aux ressortissants des autres pays de la sous-région Afrique centrale. Mais Europe Plus prend cette annonce avec des pincettes et se demande si les chefs d'État de la CEMAC vont encore bluffer leur population. Le journal en veut pour preuve l'appréhension et le scepticisme de la société civile face à une telle information, surtout que malgré la non-exigence des visas aux frontières entre le Cameroun, le Congo et la Centrafrique, les usagers sont soumis à des supplices moraux et même financiers. Europe Plus y voit donc une libre circulation sous fond de tracasseries diverses. Toutefois, les journaux n'ont pas manqué d'évoquer la participation du Premier ministre à ce sommet. Repère présente les déboires de Philémon Yang à Libreville, le représentant du chef de l'État qui n'a pas reçu d'honneur et qui a été réduit à un simple spectateur de ce sommet. Il a tout simplement été ignoré, affirme le quotidien Mutation, puisque les chefs d'État de la sous-région Afrique centrale ont modérément apprécié la compagnie de Philémon Yang, ce qui pousse Mutation à se demander pourquoi Paul Biya boude les sommets. Pauline Billon, dans de SPA, tente d'apporter une réponse, c'est que ce ne sont que des rencontres institutionnelles où Paul Biya n'a plus besoin de se faire un nom sur le plan international. D'ailleurs, Paul Biya ne fréquente pas les sommets, ce sont les sommets qui viennent à lui, tente de rassurer Pauline Billon. Et voici le sommet du Golfe de Guinée du côté de Yaoundé, où la présence de Michel Djotodia embarrasse le régime de Paul Biya. L'homme fort de Bangui sera-t-il présent à cette rencontre? Face à la presse, Issa Chiroma Bakari n'a ni confirmé ni infirmé cette information et la présence de Michel Djotodia à ses assises de Yaoundé. Et pourtant, Paul Biya est au cœur de la sécurité, lui qui doit réunir environ 500 personnalités de l'Afrique centrale et de l'Ouest, révèle la nouvelle expression pour évoquer la piraterie maritime dans le golfe de Guinée. Bon dimanche et à dimanche.
Merci Sandrine Yamga. Madame, Monsieur, vous comprenez donc que nous allons marquer 3 escales au cours de cette émission. D'abord, la Fédération camerounaise de football. Est-ce la République de la Fédération camerounaise de football? La question est posée et répondue par le journal Aurore Plus. La FECAFOOT défile telle l'administration camerounaise. Il y a Mohamed, rompt-il, peut-il rompre, plie-t-il et peut-il rompre? Voilà autant de questions que les journaux se sont posées cette semaine. Nous allons, comme d'habitude, de manière inclusive, nous arrêter d'abord sur le traitement de cette actualité par les journaux, avant d'entrer dans le fond de la question. Cyril Kemenyé, vous avez suivi certainement avec beaucoup d'attention la revue de presse que vient de signer Sandrine Yanga. Il y a Mohamed réélu à la tête de l'instance faîtière du football. On a remarqué cette semaine que le sujet a captivé l'attention de l'opinion nationale et même de toute la presse entière. Est-ce qu'il fallait autant d'intérêt sur cette cause? Ben, vous savez qu'il y en a qui choisissent de scier la branche sur laquelle ils sont assis. Il y en a qui décident délibérément de faire des crachats en l'air, un peu comme s'ils voulaient faire justement des crachats dans une soupe qui leur a permis de se nourrir. C'est ce qui semble, à mon sens, se passer à la Fédération camerounaise de football. Figurez-vous qu'une association de cette envergure prenne sur elle de se comporter un peu comme en terrain conquis, un peu comme si elle était dans une auberge espagnole. Parce que si je m'en tiens à tout ce qui a été fait, avant, ce qui est moins qu'un simulacre d'élection, moins qu'une parodie d'élection, au Premier ministère ce mercredi, pardonnez-moi, dit de tous les dangers, le Premier ministre chef du gouvernement a pris sur lui de rassembler les deux partis, entre guillemets, en conflit, les a sommés en tant que chef du gouvernement, ce qui était de son droit, il était dans son rôle, de fumer le calumet de la paix, de parvenir à un consensus. Malheureusement... Si vous permettez, nous allons revenir tout à l'heure sur le fond de cette question. Nous restons d'abord sur la lecture et le traitement de cette information. Non, la presse a... Est-ce que vous avez le sentiment qu'il fallait mettre autant d'intérêt sur la FECAFOOT, ou vous vous dites parce que le football et la FECAFOOT captivent l'attention en ce moment? Par essence, les journalistes s'intéressent au train qui arrive en retard. Par essence, un chien qui mord Fénelon Maopsen, c'est normal, mais Fénelon Maopsen qui mord un chien, ça devient un événement. Et dans le cas d'espèce, la FECAFOOT marche sur la tête. Il est de bon ton que la presse s'y intéresse parce que c'est un train qui est arrivé en retard. Donc, la presse a joué son rôle. Bon, c'est vrai que la presse n'a pas toujours regardé dans le même sens. Il y en a qui pensent que Iya Mohamed a été réélu, mais je crois que quel que soit l'organe de presse qu'on a lu cette semaine, il va de soi qu'il y en a qui ont même estimé que Iya Mohamed avait été réélu, mais en réalité cela s'appelle de l'ironie. Parce que vous dites qu'il n'y a pas eu élection. Il y a eu moins qu'une mise en scène électorale, moins que cela, parce que figurez-vous une élection qui est prévue à 10h, finalement se tient dans le noir à 22h, en l'absence d'autres candidats, une candidate qui est en salle, Marlène Mvoutou pour ne pas la nommer, est séquestrée, semble-t-il, si l'on en croit ses propres propos, que j'ai d'ailleurs diffusés sur la chaîne qui m'emploie. Donc, il faut dire que c'était une prise en otage électorale. Et je crois que ceux qui disent avoir été élus se sont simplement disqualifiés. Ils se sont mis hors jeu. Vous partagez cet avis. Vous pensez qu'il n'y a pas eu élection, que c'était une parodie? Non, il y a eu élection, absolument. Nous sommes dans un État avec tous les corps qui composent cet État, avec tous les tests et les dispositions statutaires qui composent cet État. Et ça s'est passé à Yaoundé. Et il y a eu beaucoup de tractations, beaucoup de tracasseries, c'est vrai. L'ambiance était un peu électrique, ça c'est vrai. Mais l'élection a bel et bien eu lieu sous les yeux du commissaire du gouvernement, sous même, à un certain moment, sous même la bénédiction du ministre, puisque le ministre est venu avec un certain nombre de personnes en leur disant à ces gens, écoutez, l'Assemblée générale est souveraine, c'est elle qui va décider. Il y a eu proposition de consensus, ça c'est vrai. Mais ce qu'il faut dire, c'est que tout s'est bien passé dans les règles, conformément aux dispositions statutaires que les gens se doivent de respecter de part et d'autre. Et l'État a bien joué le jeu démocratique. Moi, en réalité, quand on regarde le fond de cette affaire-là, c'est tout le Cameroun qui a félicité. Parce qu'il y a eu tout tourne autour du fait que le Premier ministre avait pris l'engagement auprès de la FIFA que les élections auraient bien lieu le 19. Disposition que la FECAFOOT a voulu confirmer
en invitant tous ses membres, tous ceux qui devaient, tous ces électeurs et autres observateurs à venir à cette assise. Et quand tous ces gens arrivent au niveau de la Fédération camerounaise de football, les portes sont fermées par les corps de police. Juste pour ajouter, le commissaire, il n'y avait aucun commissaire du gouvernement. Je peux donner les 2 noms des commissaires du gouvernement qui avaient été désignés le plus officiellement du monde par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, qui est Adoum Garoua. Il s'agissait de Evele Malik Atou, qui est le directeur des normes au ministère des Sports et de l'Éducation physique, et de M. Zambo. Je mets au défi Timothée Makongo de nous dire si Evele Malik Atou, commissaire du gouvernement, et M. Zambo ont pris part à ce qu'on prétend avoir été une élection. Non, 1000 fois non. Ils n'ont pas été... Vous avez la non, ils n'ont pas pris part à cette élection. C'est tout ce que je voulais dire à parce que moi, je n'entre pas dans les querelles de cuisine parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Ce que je voudrais vous dire, c'est que je voulais continuer en disant qu'il y avait la PPT, la FIFA était représentée et la CAF était représentée. Tout à fait. Ce qui fait que l'élection s'est passée tout à fait. C'était une élection au scrutin de liste. Ce n'était pas une élection au scrutin uninominal, au scrutin de liste. Et rien dans les tests ne prévoyait qu'on ne puisse pas faire cette élection malgré l'absence du président. Voilà. Maintenant, si par la suite, parce qu'il n'y a quand même aucune association, aucune instance, aucune institution ne peut exister au Cameroun si elle est liée à des statuts ou à un règlement intérieur. Sinon, nous ne serions plus un État. Timothée Makongo, je reste avec vous. Vous avez dit de plus haut que vous saluez le rôle que le gouvernement camerounais a joué dans cette cause. Est-ce que vous partagez cette lecture du quotidien Le Messager qui estime que c'est une réélection encombrante et même embarrassante, notamment pour le gouvernement camerounais, qui a proposé un comité consensuel, mais dont l'idée n'a pas été suivie par les délégués qui, plus tard, ont passé à l'élection? Je vois par quoi cette élection est encombrante ou embarrassante pour le gouvernement. Et arrêtez, je ne sais même pas s'il s'agit vraiment du gouvernement camerounais ou de quelques membres qui ont des velléités hémogéniques dans cette réalité. Bon, considérons que ce soit le gouvernement. En quoi ce serait encombrant? Le gouvernement a constaté qu'il y avait des mécontents de part et d'autre, qu'il y avait des camps de par-ci, par-là, avec des raisons qui sont plus ou moins justifiées, plus ou moins floues. Ils ont proposé un consensus à la Fédération camerounaise de football. Et pour que ce consensus puisse... Et les délégués ont délibéré autrement. Ils sont venus eux-mêmes au sein de cette assemblée et les délégués ont dit non, nous ne voulons pas de ce consensus. Alors qu'est-ce qui se passe? L'élection a bien eu lieu. Maintenant, quelle élection, une élection au scrutin de liste, Elia Mohamed, si l'État estime, on se constate, ou le comité exécutif d'Africa Foot constate, je ne sais pas après combien de temps, la vacance du président, il y a un vice-président. Il y a des solutions de... Tout à fait. Nous allons... professeur Aboya, est-ce que vous comprenez autant de passion, autant de cristallisation autour de la Fédération camerounaise de football et même du football? Quelle est l'appréciation que vous faites du traitement de cette actualité cette semaine par les journaux? Bien entendu, il y a un fond de passion, comme tout ce qui concerne le football au Cameroun, que ce soit pour l'entraîneur, que ce soit pour l'Africa Foot, que ce soit pour les Lions indomptables eux-mêmes. Quand ces questions-là sont évoquées au Cameroun, il y a toujours un soulèvement, une cristallisation des passions qui indique malgré tout qu'il s'agit du sport le plus populaire au Cameroun. Mais il ne faut pas seulement perdre de vue que l'Africa Foot est une association. Est une association qui doit fonctionner selon les critères définis par l'État. Et par essence, l'un des critères qui régit le fonctionnement de l'association, c'est qu'il faut qu'elle soit apolitique, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas permettre des ingérences politiciennes dans son fonctionnement. Et ma foi, on peut comprendre pourquoi les conseils suggérés par le Premier ministre sont tout simplement interprétés comme une voie délibérative, c'est-à-dire que l'association peut accepter ou non d'écouter les injonctions faites par le gouvernement sous peine d'être interprétée comme une ingérence dans le fonctionnement des associations. Donc, à mon sens, chacun a joué son rôle. Le Premier ministre a tenté de concilier les protagonistes des deux camps qui, ma foi, se sont radicalisés et
cela se constate sur le terrain, cela se constate dans le déchaînement de passion, dans toutes les chaînes de télévision, dans toutes les chaînes de radio. Il y a un déferlement de passion parce que les camps se sont radicalisés. Maintenant, je pense qu'on ne peut pas parler de la remise en cause de l'autorité de l'État si une association estime qu'elle ne peut pas intégrer des suggestions qui peuvent être interprétées comme une ingérence dans le fonctionnement interne de l'association. Et ma foi, vous ne voyez pas une volonté de l'administration de s'ingérer justement dans cette cause? En réalité, vous ne faites pas cette lecture? En réalité, c'est un problème de froideur. Chacun essaye de contourner la loi, chacun essaye d'effectuer un passage en force. Mais il faut toujours que les uns et les autres respectent la légalité. On tentera toujours de violer la légalité. C'est aux concernés de savoir faire la part des choses. Et à mon sens, la souveraineté d'une association ne se mesure pas en dehors de l'association, mais à l'intérieur de l'association. Ce sont les membres d'une association qui peuvent valablement fixer le cap de ce qui semble être pour les intérêts de cette association. Parce qu'à mon sens, vous et moi qui parlons, nous ne sommes pas membres de l'AFECAFOOT. Nous ne pouvons pas suggérer un comportement à adopter par l'AFECAFOOT, plus que les membres concernés qui savent où sont leurs intérêts et quelle est la hiérarchie de leurs intérêts par rapport à la légalité républicaine. Donc, si ces gens-là, eux, ils fixent un cap, en réalité, nous sommes disqualifiés pour en juger, nous sommes disqualifiés pour évaluer la crédibilité d'une élection, si tant est que c'est un scrutin de liste qui, malgré tout, ne pouvait que donner cette perspective parce que les uns et les autres se trouvaient justement dans cette liste qu'ils attendaient plébisciter, donc n'entendaient rien modifier dans la liste parce qu'on parlait à tout prix d'un consensus. Dominique Yamitiba, c'est une réélection sans surprise, a mentionné cette semaine le quotidien de la Nouvelle Expression. Est-ce qu'il fallait s'y attendre? Compte tenu de tout ce qui se passe dans le football camerounais et tout ce qui se passe à la Fédération camerounaise de football depuis un certain nombre d'années, il fallait s'y attendre. Mais ce qui attire mon attention en tant que personne extérieure à la FECAFOOT, c'est quand même que finalement, lorsque je regarde la presse, suite à tout au moins depuis 2 semaines, j'ai le sentiment que notre pays a un sérieux problème. C'est-à-dire que nous avons cessé de célébrer nos inventeurs, nos écrivains, nos scientifiques, nos capitaines d'industrie. Eh bien, ce qui occupe l'espace du discours public, c'est le football. Un sport où nous avons 11 jeunes gens qui vont taper dans un ballon. Or, pour qu'ils jouent à ce ballon-là, il nous faut des stades, donc il nous faut des ingénieurs, des managers, etc., etc. Et malheureusement, on ne parle pas de tout cela. Et c'est ça qui, pour moi, fait le plus peur. Et deuxièmement, je pense que les polémiques, parfois au Cameroun, naissent du fait qu'on a abandonné la science. On croit que, là, le professeur parlait de déchaînement de passion. Quelquefois, il faut taire nos passions. La plupart des gens croient qu'une société est régulée par la moralité publique. Non. La société est régulée par la loi. Tant que la loi est respectée, il est important que l'on s'assure qu'on accepte ce que la loi a permis et ce qui a été fait selon la loi. Maintenant, l'État, dans le cadre de ses missions régaliennes, particulièrement de la mission de régulation, si jamais l'ordre public est menacé par quoi que ce soit, l'État peut prendre ses responsabilités. C'est-à-dire, par exemple, que si aujourd'hui nous avons le sentiment que la FECAFOOT est quelque chose qui perturbe sérieusement la vie au Cameroun, eh bien, ce n'est qu'une association qui est sous la loi, la même loi que toutes les autres. On la dissout et on recommence à zéro. Maintenant, est-ce que l'État du Cameroun, malheureusement, qui se soit très souvent montré poltron, va aller jusque-là? Je ne sais pas. Voilà la vraie question en réalité. Mais si, je ne sais pas exactement quel est le processus, la procédure des élections au niveau de la FECAFOOT, mais si tout s'est passé selon la loi, j'insiste selon la loi, et bien que les gens gardent leur moralité et leur passion de côté, parce que la loi a été respectée, c'est tout. Je suis heureux d'entendre Dominique parler de l'État qui prend ses responsabilités lorsque la paix sociale est menacée. Et ceux qui ont organisé l'élection du mercredi 19 étaient vraiment des personnes, j'ai l'impression, ayant vocation à menacer la paix. Cette élection avait d'abord été organisée, elle a été royalement invalidée
par le Comité national olympique et sportif, qui au Cameroun est au-dessus de la Fédération camerounaise de football. Lui parlait de la loi. On va voir qui ne respecte pas la loi. Cette élection a été invalidée par le tribunal arbitral sportif, qui pas plus tard que hier après-midi a encore écrit pour dire qu'il est surpris, ce tribunal, de voir une élection s'être tenue, ou alors une liste de présence transformée en élection de M. Iya Mohamed. Le processus électoral est aussi clair que l'eau de roche. J'en profite pour apporter, n'est-ce pas, un plus à ce qu'il disait. Lorsqu'on conteste une élection à la Fédération camerounaise de football, nous n'inventons pas, n'est-ce pas, le fil à couper le beurre. On écrit au Comité national olympique et sportif, je le dis au risque d'être pris à partie par ceux qui estiment que c'est une querelle de cuisine. Il s'agit des textes. La loi peut être dure, mais c'est la loi. Nul n'est au-dessus de la loi, nul n'est en dessous. Et c'est ce qu'ont fait ceux qui ont remis en cause la première élection de Iya Mohamed, qui avait été organisée dans des conditions extraordinairement troubles. Tout le monde avait vu. Le Comité national olympique et sportif, dont le patron au Cameroun a pour nom le colonel Ahmad Kalkaba Malboum, qui l'autre jour, pendant qu'on faisait circuler une liste, a été suffisamment hué en présence du représentant de la FIFA, qui a même rappelé que le camp qui dit avoir été élu gagnerait à accepter le consensus qui avait été arrêté chez le Premier ministre. Et je vous dis, et le professeur Aboya Manasse doit également le savoir, il n'était pas question d'une proposition, il avait été question d'une résolution consignée dans des documents en langue française et en langue anglaise, qui sont nos deux langues officielles. Des personnalités avaient été désignées nommément pour lire les conclusions de ces résolutions une fois arrivées à la Fédération camerounaise de football. Vous avez le sentiment, Cyril Kéménié, que la FECAFOOT est passée outre l'autorité de l'État. La FECAFOOT s'est tiré une balle dans la tête. Qu'est-ce La que FECAFOOT, bon, voilà, la FECAFOOT, vous avez égrené un chapelet d'irrégularités observées dans ce processus. Mais qu'est-ce qui explique jusqu'ici le silence de l'administration? Non, l'administration, vous pensez que de mon modeste point de vue, serait silencieuse pour ne pas décidément frapper du poing sur la non, l'administration n'est pas restée molle. L'administration n'a pas été poltronne, contrairement à ce que d'aucuns disent. Le temps de l'État, c'est le temps de l'État. Et je peux vous dire, Fénélon, que l'administration, plus que jamais, s'est résolument impliquée dans ce conflit de la Fédération camerounaise, qui en vérité est une espèce de pavé dans la mare au Cameroun. Figurez-vous que tout ce qui se passe, on ne parle que de football. Il le disait, vraiment, moi, je suis chroniqueur sportif, mais je peux vous dire que s'il m'avait été donné de choisir aujourd'hui, je serais peut-être chroniqueur culturel, scientifique ou n'importe quoi. Parce que c'est tout le monde qui se dit spécialiste du sport, du foot, et finalement spécialiste de rien. Quand vous regardez la liste de ceux qui ont été élus, qui disent avoir été élus l'autre jour, après avoir séquestré Marlène Mvuto, mais moi je crois que, à la limite, on a l'impression que nous marchons sur la tête. Comment peut-on séquestrer une candidate à qui on a fait signer une liste de présence, à qui on a extorqué de l'argent? Des gens ont été entendus. Des gens ont été entendus. Si on avait été géré à la FECAFOOT par des gens sérieux, ils se la bouclerait, plus personne ne parlerait là-bas à la Fédération camerounaise de football. Vous avez appris que des gens ont été entendus au secrétariat d'État à la Défense, des gens qui ont extorqué près de 30 millions à Marlène Mvuto, en prétextant que comme Iya Mohamed, qu'ils ont poussé à la faute, c'est des présomptions. Non, il s'agit point. Non, je peux vous dire. Même des supputations juste. Si je vous sors mon téléphone portable, dont l'écran de veille porte, n'est-ce pas, la photo de cette bagarre, c'est simplement... Ça n'a pas valeur. Ça n'a pas valeur, mais il y a eu des reconnaissances, d'escroqueries, avec remboursement à la clé. Et puis, moi, je crois que le football camerounais ne peut pas évoluer comme ça. Très humblement. Donc, je reviens sur ce que le professeur et son collègue ont dit tout à l'heure, qui est absolument vrai et absolument très important pour l'information des Camerounais. Pour l'information des Camerounais, hein. Et il faut qu'ils sachent que chaque institution a ses règles. L'État est souverain, l'État du Cameroun est souverain parce que nous sommes dans un État de droit. Hein. Il est impossible qu'une association passe au-delà de l'État. C'est pas possible. Et je le répète encore ici, loin des discussions, on veut nous conduire. L'Assemblée générale a eu lieu, l'Assemblée générale élective a eu lieu.
Elle a bel et bien lu, elle a été régulièrement enregistrée, elle a été officielle. Les membres de l'Assemblée générale ont souverainement élu la liste de IA. Il n'y a eu aucune réalité de séquestration parce que l'Africa Foot, dès 6 heures jusqu'à 1 heure du matin, des heures qui ont suivi, était gardée non seulement par les éléments de police, les antigans, les éléments de l'armée. L'Africa Foot était entourée. Une séquestration est pratiquement impensable. Bon, moi, je ne veux pas qu'on se verse dans cette réalité-là. Ce qui a été dit par les 2 personnes qui sont passées avant, c'est qu'il faut que les gens sachent que chaque réalité, chaque association, chaque instance, chaque institution au Cameroun, pour qu'elle existe, il faut qu'elle ait des statuts qui sont propres à son propre fonctionnement. Et maintenant, dans ce statut, prenant le cas de l'Africa Foot, il y a le fonctionnement de l'Africa Foot, fait ses dispositions statutaires. Mais à la veille d'une élection, au moment où les membres sortants, il y a donc un statut spécial qui est mis en place qu'on appelle le code électoral. Et c'est lui qui fait force à ce moment-là. Et d'un autre côté, donc, pour un peu renseigner la population et qu'ils ne se perdent pas dans les propos d'un journaliste que je croyais chevronné, qui connaissait quand même lire les tests. On ne va pas verser dans l'injure, parce que le comité olympique... Il n'en a le brevet, monsieur Makongo Timothée. Je vous prie de vous montrer... Le comité olympique ne peut monsieur Makongo Timothée... Non, je voudrais que vous rappeliez, avec tout le respect que je dois à cette commission, parce que s'il faut verser dans l'injure, je ne suis pas sûr que vous soyez... Je ne crois pas que j'ai injurié. Soyez galant, montrez-vous bien élevé, monsieur Makongo Timothée. Je dis qu'un journaliste que vous croyez chevronné, je n'ai pas besoin de vos admirations. Je disais que le... On vous suggère de ne pas interférer dans le temps de parole des autres. Et surtout, non, mais qu'il ne verse pas dans l'ordure. Et vous allez réagir. Mettez-vous au balcon de votre esprit, s'il vous plaît. Je disais que le comité olympique c'est le minimum. Peut intervenir dans les conflits sportifs. Mais qui concerne les contentieux électoraux, le comité olympique n'a rien à dire là-dessus. Toutes les autres commissions internationales, les comités internationaux ont rappelé notre comité olympique à l'ordre. Cela veut dire qu'il y a des dispositions légales qui lui interdisent d'intervenir dans les contentieux électoraux. Express. Voilà, c'est ça, c'est clair. Les textes sont clairs là-dessus. Maintenant, ils peuvent intervenir dans les conflits sportifs. Ils peuvent absolument intervenir dans les conflits sportifs. Alors, mais maintenant, Timothée Makongo, comment est-ce que vous avez apprécié, n'est-ce pas, ou du moins, quelle est la valeur que vous accordez au comité consensuel qui avait été proposé dans ce processus juste avant que l'élection ne se tienne un peu plus tard? En réalité, c'est une période électorale. Certains coups sont permis. Vous savez, les gens veulent absolument, pour une raison ou une autre, faire partie de la prochaine équipe de la Fédération camerounaise de football. Mais il y a des tests qui régissent cette fédération. Vous avez le sentiment que le gouvernement s'était inscrit dans cette logique? Je pense que le gouvernement a... Quelqu'un l'a dit, le gouvernement, peut-être que l'intention du gouvernement était de verser une certaine paix dans une réalité qui devenait de plus en plus trouble. Et pour verser cette paix, ils ont essayé de voir dans quelle mesure ils ne peuvent pas imposer, mais proposer une réalité consensuelle entre les différents belligérants, tout simplement. Maintenant, quelqu'un l'a dit, je crois que c'est le professeur qui l'a dit, l'association est libre d'accepter ou de refuser les propositions du gouvernement. Et c'est pour ça que je dis que toutes ces tractations ont montré la réalité démocratique qui existe au Cameroun. Parce que l'État s'est montré souple. J'ai lu quelque part que l'État s'est montré faible, l'État a été méprisé par l'Africa Foot. Il ne s'agit pas de mépris. Il s'agit de la réalité d'une association qui connaît les conséquences de dispositions qu'ils sont obligés de prendre et qu'ils peuvent prendre. Et puis il y a même à l'intérieur des velléités des gens qui veulent être présidents pour, peut-être pas parce qu'il y a ils pourraient bien diriger que d'autres, mais parce que dans cette histoire-là, il y a beaucoup d'argent qui entre dans le football de plus en plus. Et cette solidarité qu'on avait observée à l'époque, qu'on observait à l'époque dans le football, où les gens se tenaient par la main, il y a d'autres corps qui sont entrés dans le football et qui créent une réalité de haine, de rage, incroyable, impensable. Avant de vous retirer la parole, dans ce climat délétère qu'on observe à la Fédération camerounaise de football, pensez-vous qu'il était urgent d'organiser en ce moment une élection? Mais l'élection est arrivée à son moment normal.
C'était pas une urgence. Le processus électoral est arrivé à son moment normal et on l'a lancé normalement. Hein? C'est à ce moment que d'autres commencent donc à dire que les tests ne sont pas clairs. Hein? Les tests, c'est quand un mandat commence qu'il faut donc avoir des recours pour dire qu'il faut modifier tel aspect des choses, telle chose. Là où on était en cours du processus électoral. Il fallait donc mieux laisser l'électorat finir. Hein? Et ceux qui allaient prendre la place après, les opposants comme les autres, allaient donc regarder plus profondément la partie des tests a changé. Tout simplement. Parce qu'il y a forcément des modifications apportées dans toute association. Professeur Aboya Ndongo-Nassi. Sur la question, je pense que c'est un processus normal du lendemain des élections, que ce soit en politique, que ce soit en sport, que ce soit dans les églises, EPC et autres. C'est ça le lendemain des élections. C'est-à-dire qu'on conteste les résultats, on conteste ce qui s'est déroulé. Ma foi, ça ne peut pas durer une semaine. C'est passé pour le cas de la Fédération camerounaise de football. Les contestations sont nées et prospères depuis avant la tenue de cette élection. Oui, mais là, le processus électoral a eu lieu. Et c'est de bonne guerre que les uns et les autres qui n'ont pas été intégrés dans le jeu puissent contester, puissent critiquer tout. Moi, je crois que c'est tout à fait normal. Mais laissons l'OTAN nous dire si cela va durer un mois, si les gens ont l'énergie de faire ce type de contestation, s'ils ont les moyens de soutenir cette contestation sur un mois, 2 mois, 3 mois. Maintenant, la chose qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est que, à l'évidence, le problème de la FECAFOOT, comme je l'ai dit tout à l'heure, a radicalisé les positions. Je ne pense pas que, humainement parlant, ceux qui se réclament pro-IA auraient pu laisser le lest quand ils ont appris qu'on a déféré leur champion à Kodengui. C'est un motif de radicalisation, de refuser effectivement ce consensus. Et il me semble que dans les tractations de coulisses, les uns et les autres exigeaient qu'ils soient libérés pour accepter ce consensus. Ma foi, ça peut contribuer à radicaliser les positions. Il ne faut pas oublier ces aspects. C'est une association où les membres se côtoient, où les membres communiquent, où les membres partagent certaines informations. Et avoir un consensus de 97 voix sur 98, ça veut dire que c'est un camp extrêmement soudé, ça veut dire que c'est un camp qui a décidé d'affronter l'opposition, advienne que pourra. Nous en sommes là. Voilà pourquoi, à mon sens, à l'issue de ce verdict, il faut que le gouvernement reprenne encore la nécessité de rapprocher les uns et les autres par le dialogue. Parce qu'au Cameroun, on ne juge pas forcément les gens en fonction des résultats. On les juge aussi par leur capacité à apporter la paix. C'est ça le plus important. Et la paix est importante dans un contexte comme celui-ci, où nous allons de plus avancer vers les échéances importantes. Moi, je pense que le gouvernement a joué son rôle. Je pense que les forces de l'ordre sont venues en arbitre, parce que l'État n'est que le régulateur. L'État n'a pas le droit de s'ingérer dans le fonctionnement d'une association. Il a joué son rôle de régulateur. Et ne donnons pas au Premier ministre des intentions que lui n'a pas eues. Il a joué le rôle de chef de gouvernement, de conciliateur. Et maintenant, il a laissé la FECAFOOT prendre ses responsabilités. On ne va pas me faire comprendre qu'au Cameroun, si vous portez atteinte à l'autorité du Premier ministre, s'il veut réagir, il va attendre une semaine. Je crois que automatiquement, la régulation va se faire entendre. Je crois que le discours que j'entends, les gens veulent pousser le gouvernement à réagir, à dissoudre la FECAFOOT, à couper les têtes, parce que les positions qui n'ont pas pu être intégrées dans le jeu ont encore un relent de passion, un relent de défaite amère. Je crois que tout ça, ça va passer. Non, je pense qu'effectivement, il faut qu'on reste froid, qu'on reste objectif. Le rôle du gouvernement, enfin, ce que le gouvernement a essayé de faire, était une chose importante parce que l'État doit veiller à ce que la paix publique, l'ordre public soit préservé. Maintenant, les associations sont libres d'accepter les suggestions ou pas du gouvernement. La seule chose qu'il faut que les gens comprennent, et moi c'est ce qui me désole généralement en matière électorale au Cameroun, c'est qu'il y a énormément de bruit quelque temps avant et quelque temps après. Ces élections étaient prévues depuis 5 ans, il me semble. Je parle sous votre contrôle. Alors, vous ne voulez... Et il me semble que, comment dire,
entre guillemets, le problème IA ne date pas d'aujourd'hui. Il y a 5 ans déjà, on en entendait parler. Mais il faut que nos compatriotes commencent à être de plus en plus sérieux et qu'ils sachent que c'est le travail, rien que le travail qui paye. Les personnes qui se plaignent aujourd'hui, je ne sais pas si je lisais leur nom dans la presse il y a 2 ou 3 ans. Et ça, je reste objectif, vraiment, je vais chercher des choses simples qu'on n'évoque pas assez. Donc, il faudrait que les gens se disent, si ça a été fait selon les règles, que les gens prennent 5 années, préparent la prochaine élection. Si cela n'a pas été le cas. IA Mohamed a été réélu pour son travail. Moi, je ne sais rien. Vous avez dit que c'est le travail qui paye. Je connais oui, enfin, de toute façon, à l'évidence, ce que je constate, c'est qu'il y a un nombre extrêmement important de membres de la FECAFOOT qui l'ont réélu. Est-ce que cela s'est fait dans les règles? La seule chose que je peux dire, c'est s'il y a des personnes qui contestent cela, apparemment, il y a une seule personne qui contesterait cela, ce 98. Si la personne n'est pas contente, il reste que dans notre pays, il y a une voie de recours, au moins une voie de recours en dehors de la FECAFOOT qui reste. Je ne sais pas, vous avez parlé du Comité national olympique, du tribunal arbitral du sport, mais il reste que les élections qui ont lieu dans les associations peuvent être portées devant les tribunaux civils. Donc, que les gens fassent cela et qu'on voit. Peut-être que ça nous permettra d'en savoir un peu plus sur la FECAFOOT qui semble un peu bizarre à nous qui sommes à l'extérieur. Mais juste une dernière chose, pardon. Il faut, malgré tout, on n'est pas obligé d'être d'accord avec le gouvernement du Cameroun, mais il faut que les gens apprennent à respecter l'État. Le Premier ministre, c'est quand même, je ne parle pas de la personne, c'est pas de ça que je parle. Le poste de Premier ministre est quand même un poste extrêmement important, c'est quand même le chef du gouvernement. Il faut que les gens apprennent à savoir que on peut contester, on peut insulter M. Yang autant qu'on le veut, mais il faut respecter le poste de Premier ministre du gouvernement du Cameroun. C'est très important. Si nous ne respectons pas nos institutions, ça veut dire que nous ne respectons pas notre pays. N'a pas été respectée. Je veux dire que les gens disent que le gouvernement a été faible, qu'il est méprisé, mais personne ne méprise le gouvernement. Ça veut dire que les gens ne comprennent même pas. Je l'ai dit au début, ce n'est pas la moralité qui régule la société, c'est la loi. Il faut que les gens comprennent une chose. Le Premier ministre ne peut pas venir désigner les dirigeants de la FECAFOOT. Ça ne se fait pas. Nos lois, notre constitution ne le permettent pas. Ça, c'est un. 2, il faut que les gens sachent que ce que le Premier ministre a fait, ce que le gouvernement du Cameroun a essayé de faire à travers lui, c'était de dire à ces gens, nous avons besoin d'un football structuré. Nous avons besoin que le football continue à servir à l'image du Cameroun. Mais le problème, pour sortir avec vous, est-ce que cette posture ne paraît-elle pas incongrue par rapport à ce qu'on a vu au début? Parce que on peut dire aujourd'hui que l'administration camerounaise a frappé du poing sur la table lorsqu'elle suspendait justement cette élection qui n'avait pas eu lieu la première fois qu'elle avait été convoquée sous le prétexte ou sous la justification selon laquelle il y aurait un trouble, il y aurait risque de trouble à l'ordre public. Est-ce qu'on s'est rassuré cette fois-ci que le risque de trouble à l'ordre public a cessé pour ne pas reconduire la même mesure? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de reculade des pouvoirs publics? J'ai également dit qu'il y avait quelquefois manque de courage de la part de notre gouvernement. Il faut que l'on apprenne à savoir une chose, c'est que le gouvernement ne peut pas faire un pas en avant, 2 en arrière. Un gouvernement qui envoie de tels signaux permet que la situation actuelle soit vécue. Le gouvernement doit toujours être pour le peuple le dernier recours en cas de risque de ce type-là. Et le gouvernement doit toujours être pour le peuple, envoyer au peuple des signaux qui le rassurent. Aujourd'hui, ça se passe à la FECAFOOT. Vous imaginez le précédent que cela crée? Ça pourra se passer dans toutes nos associations et ce sera le chaos. C'est pour ça que j'ai dit, d'une part, il faut respecter le gouvernement, il faut respecter nos institutions, mais 2, il faut que le gouvernement lui-même sache à tout moment prendre ses responsabilités et mettre fin à quelque chose. La FECAFOOT, mais ça fait près de 20 ans. On ne peut pas vivre dans un pays avec un problème, avec un caillou dans la chaussure pendant 20 ans. Mais attention, que ce soit du côté du gouvernement ou que ce soit du côté des associations, ce qui nous permet de vivre en paix et en harmonie, c'est la loi et tout le monde est tenu de la respecter. Oui, j'espère avoir... Pas toute une éternité. Pas toute une éternité, mais si j'en juge par le temps que vous laissez aux autres panélistes vous n'allez pas additionner le temps de tout le monde. Non, justement pas. Mais eux, ils semblent ne pas s'entendre comme larron en foire.
mais je voudrais les amener à comprendre la position qui est celle qui devait être comprise. La Fédération camerounaise de football est une espèce de panier à crabes. Il faudrait qu'on parte de là. À la Fédération camerounaise de football, on ne se donne que des baisers de Judas. Et il faudrait que les Judas d'hier acceptent de subir la crucifixion aujourd'hui. Parce qu'en 96, lorsque on prend, n'est-ce pas, on interpelle Vincent Onana, le premier qui donne une fête a pour nom Iya Mohamed, qui est aujourd'hui dans le plus grand centre de rééducation morale au Cameroun. Il devient président de la Fédération camerounaise de football. Vous voulez dire à la prison centrale de Kondengi à Yaoundé? J'utilise la pudeur. Bon, il est dans le plus grand centre de rééducation morale au Cameroun. Si c'est à son âge qu'on doit être rééduqué moralement. Mais figurez-vous, les mêmes causes produisent les mêmes effets. On n'invente pas la roue. Les textes de la Fédération camerounaise, je suis heureux d'avoir Dominique et d'avoir le professeur Abouya Manassé qui parlent inlassablement des lois. Mais pourquoi peut-on parler inlassablement des lois et refuser de les appliquer? Que prévoient les lois à la Fédération camerounaise de football? En l'absence du président, empêché pour quelque raison que ce soit, même si on est devenu l'instant de cette décision fou, on sait que c'est le Premier ministre. Et n'eût été l'interpellation de Vincent, le premier vice-président, pardonnez-moi. Et personne, sauf à choisir délibérément d'être amnésique, personne n'a oublié que Iya Mohamed ne devient président de la Fédération camerounaise de football que parce qu'il avait été le premier vice-président de celui qu'on appelle Vincent Onana. Pourquoi pense-t-on qu'en 2013, cela veut dire les que textes... c'est John Begeninde qui devait prendre les commandes de la FECAFO. On n'en serait pas à parler des élections aujourd'hui, chers amis, chers confrères. On n'en serait pas à parler des élections aujourd'hui. Les textes sont si clairs que ceux même qui se battent comme, je ne sais pas, comme de beaux diables pour remplacer John Begeninde, et puis je vais vous dire, ils ont commencé à en prendre conscience, tant et si bien qu'ils sont en train de négocier sous cap pour accepter, n'est-ce pas, l'adhésion de M. John Begeninde qui leur a posé pas plus tard qu'hier la question de savoir à quel titre on l'appelle. Celui qui l'appelle aujourd'hui en tant que premier vice-président ne saurait, n'est-ce pas, prendre cette responsabilité qui incombe forcément à M. John Begeninde, que je n'ai jamais rencontré par ailleurs, parce qu'on parle des clans. Ça, c'est d'un. Et de deux, le TAS, qui est le tribunal, oui, pour terminer, le TAS qu'on appelle le tribunal arbitral sportif, qui est la plus grande instance juridictionnelle du sport au monde. Le TAS, c'est Dieu de la loi du sport. Quand le TAS parle, quand le TAS tousse, on applaudit. Le TAS a invalidé, n'est-ce pas, la candidature de Iya Mohamed, et ceux qui disent avoir été élus avaient 20 jours pour interjeter appel. Ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas interjeté appel, et selon les lois, puisque je suis avec des juristes, on dit que lorsque vous n'avez pas interjeté appel, ceux, n'est-ce pas, contre qui vous vous liguez, ont raison. Donc, logiquement, pas plus tard que hier après-midi, le TAS a invalidé une fois de plus la candidature de Iya Mohamed en application de la première décision qui avait été prise. Vous savez, je ne suis pas juriste, professeur, mais on parle de l'autorité de la chose jugée. Je ne suis pas juriste, mais je sais au moins ce que c'est que l'autorité de la chose. Il ne faut pas sortir de la cuisse de Jupiter pour savoir ce que c'est que l'autorité de la chose jugée. Et ce n'est pas le professeur Abouya qui remettra en cause ce que je dis. Est-ce que vous savez que le colonel Hamad Kakaba Malboum, qui était en salle lorsqu'on est arrivé pour lire les conclusions du consensus, a été hué. Il a été hué simplement parce que ceux qui disent être à la Fédération camerounaise de football ont estimé que le Comité national olympique et sportif, en prenant la décision qui demandait de revenir à la base, non, il faudrait que les gens comprennent. Ce n'est pas une affaire... pour chuter maintenant. Oui, pour chuter, il faudrait que nous serons sérieux au Cameroun. Il faudrait que nous serons sérieux au Cameroun, qu'on n'estime pas qu'aujourd'hui on est persécuté, alors que hier on avait persécuté. Pourquoi est-ce que les gens se mettent dans la posture des pestiférés, alors que c'est eux-mêmes qui... C'est vrai que quand on collectionne les pierres qu'on reçoit, on peut construire un piédestal, mais lorsque les pierres sont empoisonnées, ça devient l'effet plutôt boomerang. Vous céderez votre siège à Jean-Paul. Oui, donc il faudrait que les gens acceptent la loi. Voilà. En fait, ce que je voudrais... Est-ce que vous avez le sentiment que cette élection court le risque d'être invalidée par la FIFA? Jamais. Elle est absolument validée, puisqu'il y avait une ministère de la FIFA qui l'a validée. Mais ce que je voudrais préciser, pour l'information du public, quand il y a un processus, quand le processus électoral commence,
tous ceux qui sont membres du comité exécutif sont membres sortants. Il y a un nouveau code qui prend effet à ce moment-là, le code électoral. Et il y a donc un processus. Maintenant, si pendant cette période électorale, qui est sous ce code électoral, le président est absent, la liste passe normalement. Après un certain temps, le temps que vont se définir les membres du nouveau comité exécutif, qui est donc mis en place, ils vont constater la vacance du président. Et s'ils constatent la vacance du président, c'est à ce moment que le premier vice-président prend la place. Et il a 60 jours pour préparer les élections. Donc, il y a des solutions à tous les niveaux. Parce que les gens qui disent que non, il fallait absolument que le deuxième vice-président prenne la place. Le deuxième vice-président est candidat. À partir du moment où il se prononce comme candidat, il perd de facto sa place de deuxième vice-président. C'est ça le processus, c'est ça la vérité. Donc c'est un processus qui se perpétue et qui arrive à son aboutissement. Et il faut que les gens, les journalistes comprennent bien quelle est la réalité de ces choses. Donc les choses se sont passées tout à fait normalement. Et nous ne sommes pas dans un état de fou ou d'imbécile qui accepte une petite association qui va dicter n'importe quoi à l'État. Ça veut dire que les choses se sont passées tout à fait clairement et les résultats ont été enregistrés clairement. Et je défie quiconque pense que ces résultats vont changer. La seule chose qui peut changer, et je peux vous le dire là maintenant, c'est qu'on concerne la vacance du président. Et si on concerne la vacance du président, il y a 25 membres qui peuvent donc postuler pendant les 60 jours où le vice-président va préparer et va organiser les élections, qui peuvent donc postuler et devenir président. Voilà. Donc c'est ça le truc, c'est en fait ça qu'il faut expliquer à la population. Merci Timothée Makongo d'avoir accepté ce Mais je voudrais dire, vous n'avez pas la parole, je vous en prie. L'émission en conducteur, vous n'avez pas la parole. Non, c'était pas pour répondre à Timothée, c'était juste Timothée Makongo, vous pour avez ajouter un plus. à Jean-Paul Éric Yombi. La deuxième escale de cette autre livraison droit de réponse sur Equinox Télévision, c'est sur le sommet des chefs d'État de gouvernement sur la sécurité dans le golfe de Guinée. Cette semaine, dans les journaux, le sujet n'a pas cristallisé les passions comme on l'a remarqué pour le cas de la Fédération camerounaise de football. Mais il y a quelques titres qui sont revenus et qui restent évocateurs. On peut noter à l'occasion de cette annonce que le quotidien Mutation a dénoncé, comme beaucoup d'autres journaux, la propagande qui est faite autour de ce sommet. On a remarqué que le ministre camerounais de la Communication a donné un point de presse pour saluer le fait que le Cameroun va abriter un tel conclave. Alors, Jean-Paul Éric Yombi, merci de nous retrouver sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Vous avez certainement parcouru les journaux autour de cette question, le sommet sur la sécurité dans le golfe de Guinée. Quelle est l'appréciation que vous faites du traitement de cette actualité par la presse? Le premier élément de la réflexion, c'est déjà de dire que je suis très content que l'État organise un tel sommet au Cameroun pour permettre à la ressource humaine d'être à incandescence, de valoriser la ressource humaine. J'ai notamment vu le professeur Touda Ebodé qui a eu un brillant exposé, de même que les autres. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la réflexion qu'il y a autour de ce problème de la piraterie, de la criminalité transfrontalière. On voit bien que cette question, cette problématique perturbe énormément, n'est-ce pas, la question de la création de la richesse qui viendrait, n'est-ce pas, du golfe de Guinée. Alors, je crois que nous aurons le temps tout à l'heure, n'est-ce pas, de revenir sur la pertinence, sur évidemment aussi les attentes, n'est-ce pas, de ce sommet. À l'occasion de ce sommet, dans la presse, on a vu un certain nombre de questionnements. Est-ce que vous pensez que c'est une question qui est opportune, posée par le quotidien Mutation? Pourquoi Paul Biya bouge-t-il les sommets? Oui, à vous, Dominique Yamou. Ah, d'accord. Est-ce qu'il était opportun de soulever autant de questions? Écoutez, je pense que les journalistes ont raison de se poser des questions. Nous avons besoin de rayonnement international. Un pays, son prestige est quand même important pour lui. Le fait que notre président n'assiste pas souvent au sommet, particulièrement les sommets de l'Afrique centrale, eh bien, crée un sérieux problème de leadership dans cette région et un sérieux problème de coordination de l'action d'intégration ou de l'action même de gestion des institutions régionales. Il est quand même clair que
vous pouvez vous faire représenter même par le deuxième ou le troisième personnage ou le quatrième personnage de l'État. Il restera que les chefs d'État sont les chefs d'État. Le représentant d'un chef d'État est un représentant seulement. Nous avons vu ce que cela a provoqué avec cette histoire. On a 2 bourses de valeurs mobilières dans la sous-région, ce qui crée une cacophonie et en même temps une dégradation de notre image à l'international qui est vraiment préjudiciable à notre économie. Il va falloir, on peut comprendre peut-être que le président est trop âgé pour faire autant de déplacements, mais maintenant le fait qu'il ait pris sur lui d'assumer encore 7 ans à la tête de l'État veut dire qu'il doit quand même assumer tous ces engagements-là. Donc il n'y a pas de bail à étourdi sans contrepartie. Donc aujourd'hui, je pense que les journalistes qui se sont posés cette question ont bien fait de la poser, d'autant plus que le conclave qui va avoir lieu à Yaoundé, le sommet qui aura lieu à Yaoundé est des plus importants, même si je suggère que ça ne devienne pas la question de l'œuf et de la poule, à savoir si nous n'avons pas de sécurité, nous ne créons pas de richesse, alors non. Je crois que ça se pose autrement, on en parlera certainement tout à l'heure. Professeur Abba Ndomana, est-ce que c'est une question opportune? Oh, c'est une question qui vient mettre le sable dans le tapioca, parce que l'heure est au sommet qui doit se tenir à partir de demain. Donc, réveiller le vrai démon, ça contribue à perturber justement les assises qui vont être lancées à partir de demain et pour lesquelles les différents chefs d'État vont commencer à fouiller sur Yaoundé aujourd'hui. Donc, c'est une vieille question qui a souvent été posée par les médias et qui est ancrée déjà au sein de l'opinion publique. Maintenant, ça n'occulte pas la question centrale qui nous interpelle dès demain à accueillir un sommet d'une très grande importance, parce que c'est un sommet qui va contribuer tout au moins à régler le problème du manque de coopération des organisations sous-régionales, justement dans la quête de la paix et de la sécurité maritime. Oui, vous savez que j'ai commis tout un livre sur les discours du président Paul Biya. Et dans ce livre, il y a une panoplie de discours qu'il prononce à l'international, à différents sommets. Ce n'est pas pour l'innocenter, pour l'exempter de quoi que ce soit. Non, il ne montre pas patte blanche. Mais ce que je voudrais dire, c'est que si ces 10 dernières années, il n'a pas été à toutes les invitations, à tous les sommets internationaux, il n'en demeure pas moins qu'il y a 20 ans, n'est-ce pas, sa régularité. Il n'a jamais manqué un sommet Afrique-France. Bon, oui, ça c'est une autre polémique, Fénélon, je vous vois venir. Non, je suis votre regard, mais ce que je voudrais dire, c'est que quand bien même il n'est pas là, il se fait quand même représenter. L'idéal serait que lui-même assiste à tous ces sommets auxquels il n'a pas pris part, mais lorsqu'il se fait au moins représenter, comme ce fut le cas encore l'autre jour au Gabon, ce que je voudrais dire, c'est sans remettre en cause ce que Dominique et le professeur ont dit tantôt, vous savez, demain, c'est demain. Les premiers invités arrivent aujourd'hui. Et si le choix du Cameroun a été fait, si on a porté le choix sur le Cameroun d'abriter un tel sommet, ça traduit tout de même l'aura que nous avons à l'international. Et j'aurais peut-être... C'est une victoire sur le plan diplomatique, a dit le ministre camerounais de la communication. Non, ça c'est le ministre qui le dit, moi je ne suis pas ministre. On va simplement dire que ça traduit la respectabilité qu'a le Cameroun, que les autres nourrissent vis-à-vis du Cameroun, et c'est ça que je retiens. Avant d'entrer dans le fond de cette question, vous me permettez d'insister encore sur la forme que des journaux ont voulu adopter pour traiter de cette actualité. Ça devient davantage intéressant lorsqu'on parcourt le quotidien Mutation cette semaine et que ce quotidien Mutation rapporte un peu l'éditorial de Pauline Billon du journal d'Espac, un journal que Mutation indique proche du cabinet civil de la présidence de la République. Et dans cet éditorial, Pauline Billon estime que Paul Biya sait se faire désirer et refuse à dessein de saturer l'espace politique international. Il sait que ces réunions ne sont que des simples rencontres institutionnelles. Fin de citation. Est-ce qu'on court donc justement vers une rencontre purement institutionnelle? Non, j'en doute. Vous savez que ces temps-ci, les problèmes, les conflits géostratégiques sont immenses. Ils sont récurrents en Afrique. Je ne vais pas citer les cas. D'ailleurs, dans sa revue de presse, tout à l'heure, Sandrine faisait allusion au président de la RCA,
dont on dit que la présence au Cameroun serait embarrassante, et le ministre de la Communication n'a même pas daigné dire si oui ou non il devait être là. Ça traduit quand même l'importance de ce sommet. Bon, maintenant, il incombe à ceux qui vont y prendre part, les décideurs, de prendre les décisions et de ne pas en faire des décisions qui vont rester lettres mortes. Parce qu'il faut passer de la théorie à la pratique, et malheureusement, il y a des résolutions qui ne durent que le temps d'être prises, et dès qu'on quitte la ville ou le pays hôte, bon, on tourne la page et on attend la prochaine rencontre pour peut-être s'engraisser. Voilà, dans le fond, oui. Oui. Vous permettez que j'apporte un élément de précision par rapport à ce qui a été dit concernant, n'est-ce pas, la politique de la chef de vie du chef de l'État. Il faut bien comprendre que nous sommes dans un régime présidentiel et que c'est le chef de l'État, n'est-ce pas, qui a la main mise en ce qui concerne la conception de la politique extérieure. C'est lui qui donne la mesure. À partir du moment où il est absent justement dans l'exécution de cela, parce qu'il a aussi quand même quelques prérogatives par rapport à cela, évidemment que c'est un peu difficile pour le Cameroun, n'est-ce pas, de pouvoir s'exprimer. Surtout que, et c'est le deuxième élément, nous sommes dans une logique d'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. Et il faut bien garder de vue que l'émergence ne concerne pas seulement le domaine économique. On a tendance à croire que l'émergence du Cameroun concerne tout simplement la création de la richesse, mais non. L'émergence du Cameroun concerne aussi sa flamboyance diplomatique, sa capacité à être présent sur le monde, sa capacité à rayonner sur le monde. Alors maintenant, j'arrive à ce que vous disiez tantôt en ce qui concerne ce sommet qui va se tenir à Yaoundé à partir de demain. C'est un sommet extrêmement important. Il est important à plusieurs titres. Le premier élément qu'on peut noter, c'est déjà celui-ci. En ce qui concerne le golfe de Guinée, nous avons connu dans le golfe de Guinée pour l'année 2012, selon les statistiques du Bureau maritime international, plus d'attaques dans le golfe de Guinée que dans le golfe d'Athènes. Alors donc c'est extrêmement important, étant donné que cette partie du monde, cette partie de l'Afrique, qui va de la Côte d'Ivoire à l'Angola, est une partie extrêmement riche en pétrole et en ressources, n'est-ce pas, poissonneuses. Extrêmement important. Professeur Aboyandon Manassé, les enjeux pour le Cameroun, plus précisément, d'abriter un tel sommet. Bon, je dois indiquer d'entrée de jeu pour dire que le président Paul Biya est souvent absent, mais le Cameroun n'est jamais absent. Le Cameroun est toujours présent. C'est pour dire qu'on est quand même au courant, malgré son absence, de ce qui se passe, parce qu'on a toujours un représentant. Bon, pour revenir au sommet proprement dit, il faut avouer que c'est un sommet qui est préparé dans les coulisses depuis 2008. Vous savez quand même qu'il y a eu cette COPAX, le Conseil de paix et de sécurité en Afrique centrale, qui est l'organe géniteur de ce sommet, qui avait pris des résolutions justement avec la recrudescence de ces actes de banditisme dans le golfe de Guinée, d'œuvrer à harmoniser le concours des organisations sous-régionales, notamment la Commission du golfe de Guinée, en collaboration avec la CEMAC, qui gère effectivement le COPAX, justement, de mettre sur pied des aspects qui peuvent contribuer à sécuriser cette partie du continent qui est riche justement en pétrole offshore, un pétrole très recherché dans le monde entier, qui a propulsé cette région dans la géostratégie mondiale en matière de pétrole. Donc, je crois que dans les coulisses, ces organisations-là étaient en train de travailler, et c'est tout naturellement que le Cameroun a structuré l'opérationnalité de cette idée qui va voir affluer les homologues de l'Afrique de l'Ouest, plus ceux de la Commission du Golfe de Guinée, en plus ceux de la CEMAC, avec des invités internationaux qui vont venir apporter une caution particulière à la sécurisation définitive de cette région. Donc, les grandes puissances s'intéressent depuis un bon nombre d'années. La marine américaine procède à des entraînements depuis un bon bout de temps. Ici, ceux qui sont familiers de l'hôtel Sawa voient souvent un déferlement des Marines arriver ici dans les opérations d'entraînement de nos forces de maintien de l'ordre destinées à la surveillance maritime. Il y a le Bir Delta qui est déployé dans la zone maritime pour donner une importance qu'il y a à sécuriser cette région, parce qu'il s'agit fondamentalement de ce qu'on appelle en géostratégie la sécurité économique, c'est-à-dire la capacité d'un État ou d'une région
d'accéder aux ressources stratégiques et de maintenir les conditions de marché pour son bien-être et pour le bien-être des populations. Donc c'est de ça qu'il s'agit et c'est pour cela que c'est important pour la sous-région, parce que la sous-région était caractérisée par des politiques éparpillées, avec les conditions de xénophobie par ici, avec le manque de coopération entre ces différents organismes. Donc je crois que c'est un sommet important qui va avoir la bénédiction de la communauté internationale pour cette sécurisation. Dominique Yamtimba. Merci. Je vais dire une première chose avant d'entrer dans le fond. Il faut... Je parlais tout à l'heure du respect de nos institutions. Il faut qu'on sache que constater que le président n'assiste pas au sommet n'est pas une mauvaise chose. Le fait qu'on ait ce désordre financier dans la région Afrique centrale contribue à appauvrir notre région Afrique centrale. Nous avons à Douala une bourse qui a, je crois, une capitalisation de 2 milliards et demi, pendant que celle d'Abidjan, un pays qui est en guerre depuis 12 ans, 13 ans, a quand même une capitalisation de plus de 2500 milliards. C'est ces choses-là qu'il faut prendre en considération. Et il ne faut pas qu'on s'amuse à donner le sentiment que, d'une manière ou d'une autre, le Cameroun étant présent, ça veut dire que la présence du Cameroun est suffisamment affirmée. Elle ne l'est pas. Si le président de la République avait été là quand on décidait la création de la bourse à Libreville, alors qu'on avait déjà aménagé le siège de l'agence, on avait déjà aménagé une salle de marché à Douala, cette bourse ne serait jamais à la Libreville. Il faut qu'on fasse très attention à ce genre de choses parce que c'est extrêmement important. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est le problème de fond. Et c'est là où, malheureusement, la vision que les Africains ont de leur propre pays et de leur propre région fait défaut. Il ne s'agit pas que les Américains, pour des raisons qui sont évidentes, qu'on voyait très bien se profiler derrière l'analyse, particulièrement du professeur Aboya et de M. Youmbi, il ne faut pas que ce soit les Américains qui nous disent comment sécuriser notre région. On doit le penser nous-mêmes. Il y a eu effectivement ce travail de cette organisation régionale COPAS, mais il y a eu également effectivement après, depuis que l'école navale de Tema au Ghana a été créée, on sait qu'il y a cette préoccupation qui est en toile de fond, la sécurisation du golfe de Guinée. Mais le problème de base, c'est en réalité que, au quotidien, on se rend clairement compte que les problèmes du golfe de Guinée aujourd'hui, du fait que ce golfe-là recèle de 30% des réserves mondiales d'hydrocarbures, pétrole, gaz, etc., sans compter les autres réserves. Là, quand on parle du golfe de Guinée, il faut préciser pour le grand public qu'il ne s'agit pas seulement des pays qui sont le long de la côte, il s'agit de pays côtiers et non côtiers. Vous avez certains pays, pour prendre un exemple très rapidement, un pays comme la Centrafrique, qui dépend totalement de ce golfe de Guinée. Donc vous avez des pays côtiers et non côtiers. Il faut qu'on comprenne que aujourd'hui, on a le sentiment, lorsqu'on fait de l'analyse, qu'en réalité, finalement, c'est encore des acteurs exogènes, des acteurs extérieurs qui organisent la sécurisation du golfe de Guinée. Non, il s'agit en fait... Est-ce que vous pensez qu'on peut les exclure? Il n'en est pas question. Plus que c'est leurs intérêts qui sont beaucoup plus mis en jeu. Non, ce n'est pas leurs intérêts qui sont premiers. Total, qui sont mis en jeu. Total, c'est pas l'Afrique. Non, mais c'est ça le problème de l'Afrique, justement. C'est-à-dire que quand nous sommes en train de parler du pétrole de l'Afrique, vous me parlez de Total. Pourquoi on ne parle pas de la SNH? Pourquoi on n'est pas en train de parler d'une entreprise centrafricaine, camerounaise, gabonaise ou angolaise? Pourquoi nous ne parlons pas de Tradex? Pourquoi nous sommes en train de parler de Total? Mais Total, depuis quand est-ce que la SNH va aller parler du pétrole qui se trouve en Aquitaine, en France? Quand? Voilà les problèmes de fond que nous avons. En réalité, et c'est là que je vais, c'est que nous avons cette perception assez dérangeante que c'est des acteurs extérieurs qui semblent impulser l'organisation de notre région. Et ça, on ne le voit qu'ici. Maintenant, la piraterie, pardon, permettez-moi. La piraterie, s'il vous plaît. Oui, justement. La piraterie a certainement augmenté. C'est-à-dire qu'on est à 5 fois plus de piraterie maintenant dans notre zone que en Afrique de l'Est. Mais il reste que le problème de fond, pour sécuriser cette zone, ce n'est pas une problématique fondamentalement ou principalement militaire. Et c'est là l'erreur qu'on est en train de commettre. C'est une problématique fondamentalement et premièrement économique et une problématique politique d'intégration des États. Le problème, c'est que vous allez réunir à Yaoundé un certain nombre d'États qui ne se parlent pas depuis des dizaines d'années, et du jour au lendemain, vous espérez que par un coup de baguette magique, ces gens-là vont faire quelque chose. Nous l'espérons. Je l'espère et j'attends tellement de ce sommet
parce que cela va permettre certainement que notre région prenne enfin la place qui est la sienne, parce que n'oubliez pas, ces pays du Golfe de Guinée représentent plus de la moitié de la population de l'Afrique. Monsieur Timba, nous sommes dans un débat contradictoire. Permettez-moi, n'est-ce pas, d'apporter aussi... Pas nécessairement. Permettez-moi, n'est-ce pas, d'apporter aussi... Je vous en prie, Jean. Permettez-moi d'apporter, n'est-ce pas, quelques éléments. Vous avez une opinion à émettre, vous les mettez. Oui, alors, je vais déjà dire un certain nombre de choses. Hein. Vous disiez tantôt comment sécuriser la région et vous disiez que ça devrait être une vision africaine avec des acteurs au moins majoritairement africains. Je suis d'accord avec vous. Sauf qu'il faudrait préciser un certain nombre de choses, Monsieur Timba. Je crois quand même que, sauf erreur de ma part, l'Afrique ne pèse pas, du moins la plupart de ces pays ne pèsent pas lourdement sur l'échiquier économique international. D'où la limitation, n'est-ce pas, économique de leur pouvoir. Évidemment, de ce point de vue, on ne saurait, n'est-ce pas, les exclure de cette profonde réflexion, mais on devrait évidemment les associer, sans oublier que nous, pays appartenant au Golfe de Guinée, nous devions être, n'est-ce pas, les acteurs, les principaux propulseurs de cette nouvelle logique qui fera en sorte que le Golfe de Guinée serait un espace où on tire énormément, n'est-ce pas, de richesse. Vous posiez aussi la question, n'est-ce pas, je crois que c'est vous, sauf erreur, la question, n'est-ce pas, de l'importance de la souveraineté en disant qu'il s'agit aussi, n'est-ce pas, des questions politiques. Là, je suis d'accord avec vous. Des questions économiques, évidemment, je suis d'accord avec vous. C'est qu'il faudrait déjà préciser, si vous permettez, on assiste, n'est-ce pas, à un fort taux de criminalité sur le Golfe de Guinée avec, excusez-moi du mot, des voyous qui viennent essentiellement, n'est-ce pas, du delta du Niger, ce mouvement du Nigeria qui prône plus de richesses, n'est-ce pas, pour les autochtones. Tout simplement parce qu'il y a plusieurs années en arrière, exactement en 1967, ces personnes voulaient un État qui soit à eux, un État où ils profiteraient grandement, n'est-ce pas, du pétrole. Donc, de ce point de vue, oui, la politique, au sens où ces personnes n'ont peut-être pas suffisamment, majoritairement, grandement participé à l'œuvre de construction, n'est-ce pas, de l'État. Je suis d'accord avec vous. Et le dernier élément, c'est l'élément économique. Et oui, je suis d'accord aussi avec vous que depuis les indépendances, cher monsieur Timba, je crois que l'Afrique n'a pas grandement fabriqué la richesse. Et c'est ça qui rattrape quelque part l'Afrique aujourd'hui, c'est ça qui lui donne une forte, j'allais dire une faible propulsion quant à sa capacité, sa volonté ou même son ambition, n'est-ce pas, à vouloir créer des politiques qui lui seraient majoritairement propres. Professeur Aboya, est-ce qu'il serait indélicat de penser qu'on peut faire dans la sécurisation du Golfe de Guinée sans les autres? Non, c'est quasiment impossible. Parce que les autres ne viennent pas par hasard, les autres viennent parce qu'il y a des intérêts à préserver. Je pense que ce soit les grandes puissances occidentales, que ce soit la Chine, elles ne viennent pas, ces pays ne viennent pas dans le Golfe de Guinée par hasard. Et puis, ma foi, la sécurité, c'est quoi? La sécurité, c'est la capacité d'un État ou d'une région à minimiser les risques pouvant porter atteinte aux valeurs fondamentales. Et on sait que la sécurité se décline au moins sous 4 aspects. La sécurité politique, qu'a évoqué M. Timba et M. Yumbi, la sécurité économique, la sécurité environnementale et la sécurité sociétale. Les 4 secteurs vont généralement ensemble, parce qu'aucun État ne peut les négliger. Mais ici, ce qui est mis en avant, c'est la sécurité économique, parce qu'il s'agit de préserver les richesses stratégiques et d'avoir accès au marché. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de produire, il faut ménager ceux qui achètent. Voilà pourquoi les uns et les autres y ont intérêt et doivent s'associer justement pour asseoir un cadre dans une perspective gagnant-gagnant. Donc c'est ça le véritable problème. On ne peut pas commencer maintenant à pérorer sur la souveraineté, sur l'indépendance. C'est inutile. Il faut être constructif. M. Yumbi l'a dit, il faut aller vers l'avant. On ne peut pas négliger parce qu'on convoque l'indépendance. Cette indépendance ne sert à rien puisque les organisations sous-régionales ne coopèrent pas. Les pays de la CEMAC ne viennent que de prévoir pour janvier 2014 la levée des barrières pour la circulation des biens et des services. Je pense que s'il y a un facteur mobilisateur
qui peut accélérer l'intégration, qui peut accélérer la prise de conscience pour gérer un problème. Il faut saluer ça et structurer les efforts pour encadrer cela. Dans tous les cas, puisque vous parlez d'accélérer l'intégration, je voudrais, pour refermer cette autre livraison, je voudrais parler de l'intégration sous-régionale en Afrique centrale, qui a reçu un coup d'accélérateur le 14 juin dernier à Libreville au Gabon, avec cette résolution du conclave des chefs d'État et de gouvernement qui supprime le visa dans la zone CEMAC. L'information a été reprise par des journaux cette semaine avec moins de passion, avec moins d'entrain, certainement à cause du principe du mort kilométrique, mais il y a quelques journaux qui en ont parlé. Le journal Aurore Plus en a parlé avec beaucoup de réserves. D'abord, un reportage administré auprès de la population a montré que cette mesure pourrait être prise avec beaucoup de pincettes parce qu'on n'est pas à la première annonce de ce genre. Est-ce qu'il faudrait justement, Cyril Kéménier, prendre cela avec des pincettes? Oui, je le disais, il est urgent que nous passions de la théorie à la pratique. Lorsqu'on parle de l'intégration sous-régionale, je dois dire pour l'anecdote qu'il y a 3 semaines, j'ai été désigné pour me rendre en mission en Guinée équatoriale, et de la Guinée, je devais continuer au Gabon. C'était un événement sportif à dimension internationale. Et comme je suis en ce moment en train de vouloir renouveler mon passeport, je n'ai pas pu m'y rendre. Et n'eût été le moral d'éléphant que j'ai, je crois que j'aurais été abattu moralement, psychologiquement. Ça m'a fait un effet parce que j'avais déjà fait mon sac avant de réaliser sur le tard, hélas, que mon passeport était arrivé à expiration. Ne pouvant pas inventer le monde, je me suis dit, bon, tant qu'à faire, on a envoyé quelqu'un d'autre. Donc, mais si cette résolution avait été prise longtemps à l'avance, ou bien si depuis toujours, pour partir du Cameroun et se rendre en RCA, au Congo, en Guinée, au Gabon, on n'avait pas besoin de passeport, ça faciliterait les choses. Je me suis rendu au Gabon il y a 2-3 ans par route. Je suis passé par Bitam, qui est aussi Bitam. Je vous avoue que avoir accès au Gabon, c'était tout un parcours du combattant. J'étais dans la délégation des Astres de Douala. Je me suis rendu en Guinée équatoriale, à Malabo notamment, avec... c'était dans le cadre d'un événement sportif international. Dès que je suis arrivé à l'aéroport, on a vu Cameroun. Et on m'a dit, mettez-vous de côté. Et l'œil que le douanier, que le policier braquait sur moi, c'était un œil extraordinairement suspect. Simplement parce que je suis camerounais. Vous parliez de la loi du mort kilométrique. Il me prenait carrément pour quelqu'un tombé du ciel. Je suis camerounais, je suis proche de la Guinée et j'ai passé 2 heures à attendre, simplement parce que je suis camerounais. Donc vivement cette intégration et qu'on passe de l'acte à la parole. Voilà, ça faciliterait la tâche en Afrique centrale est pratiquement de la mer à boire. Dominique Yamtimba, est-ce que vous pensez que ce nouvel élément qui a apporté après la suppression du visa dans la zone CEMAC va justement accélérer cette intégration, surtout la libre circulation des biens et des personnes? Mais ce n'est qu'un vœu. On le souhaite, c'est attendu depuis tellement longtemps. À la fin, disons que quand il y a quelque chose de bien, poussons, on espère. Mais là, malheureusement, nous sommes habitués à tellement de résolutions, tellement de décisions qui tardent à être mises en pratique qu'on se demande est-ce que cela sera possible. J'aimerais juste faire une petite précision. Le fait qu'il n'y ait plus de visa ne veut pas dire que vous ne devriez pas avoir votre passeport. Vous devez avoir votre passeport parce qu'au Gabon, vous n'êtes pas gabonais. Vous restez camerounais et la pièce d'identification que vous présentez là-bas, c'est votre passeport, pas votre carte nationale d'identité camerounaise. Donc, ce que je veux dire, c'est si cette décision entrait effectivement à exécution en janvier, vous n'imaginez pas les perspectives que cela peut ouvrir pour l'Afrique centrale. On est simplement surpris que cela arrive tellement de temps, c'est plus d'un demi-siècle après nos indépendances et plusieurs décennies après la création de l'UDA, de la CEMAC, etc. Mais on y est. Et aujourd'hui, il faudrait, et c'est important pour nos compatriotes camerounais particulièrement, ce que Cyril Kéménier vient d'évoquer rappelle simplement qu'en janvier 2014, cette suspicion-là ne sera pas évacuée. Et c'est nous qui sommes les ambassadeurs de notre pays chaque fois que nous allons hors du Cameroun. Tâchons d'avoir le comportement le plus approprié. Tâchons d'être des personnes
qui donne tellement envie aux autres de nous recevoir, de venir chez nous, de recevoir les choses du Cameroun. Et cela encouragera encore la CEMAC, certainement, dans la voie de cette Pour autant, intégration. professeur Aboya, est-ce qu'il ne faut pas craindre pour la sécurité parce que le visa constituait jusqu'ici une sorte de filtre. Maintenant qu'il ne va plus exister, est-ce qu'il n'y a pas un risque sur la sécurité parce que tout le monde pourrait passer à travers la frontière sans véritable examen? Oui, mais la libre circulation est un accélérateur d'intégration, est une possibilité donnée au peuple de la sous-région de se connaître et de constituer un marché qui peut être bénéfique pour les entreprises de la sous-région. Bien entendu, il y a le prix à payer si on veut en arriver à là. Les aspects de sécurité doivent être régulés par les États concernés de manière à ce que on puisse minimiser justement ces risques de sécurité qui peuvent se poser à la sous-région. Sauf que cette libre circulation ne va pas automatiquement indiquer le libre établissement dans les pays concernés. Je pense qu'il y a des mesures palliatives qui indiquent une durée maximale de 3 mois, c'est-à-dire qu'un court séjour. Si les uns et les autres n'ont pas reçu l'autorisation d'établissement, qui doit certainement indiquer une autre procédure. Parce que libre circulation ne veut pas dire que 10 000 Camerounais doivent quitter un matin et vont s'installer définitivement au Gabon, ou alors 30 000 Camerounais vont quitter pour aller s'installer définitivement en Guinée équatoriale. Libre circulation des biens et des services veut dire que les commerçants peuvent aller et venir, ils peuvent faire leur commerce dans ces intervalles de temps indiqués par les lois respectives qui vont être validées et promulguées. Mais mieux, la libre circulation va permettre aux experts d'un pays comme dans un autre aller enseigner, aller être consultant quelque part et revenir sur place, c'est-à-dire aller chercher l'argent, revenir dans son pays d'origine. Donc je pense que c'est important, s'attarder à venir. On attend le 1er janvier 2014 pour voir l'opérationnalité. Oui, ce que je voulais déjà dire, c'est tout simplement que la mesure de lever, n'est-ce pas, des visas a été faite lors d'un sommet extraordinaire. Il faut bien le préciser. Et il y avait 2 sujets à l'ordre du jour, la question centrafricaine et le deuxième élément, n'est-ce pas, la question des visas. Il faut bien comprendre que c'est sous l'égide du Gabon. Et ce n'est pas, ça a une raison. Il y a une raison précise, c'est que pour le moment, été jusque-là très réticent. Oui, très réticent, parce qu'il y a exactement 15% de la population, n'est-ce pas, qui est d'origine étrangère. On comprend bien pourquoi c'est déjà le Gabon. Maintenant, c'est une mesure salutaire parce que ça va permettre l'intégration, n'est-ce pas, de ces différentes populations, de ces différents peuples. Cependant, on doit quand même interroger cette mesure, étant donné que le passeport biométrique qui a été annoncé jusqu'ici n'a pas encore vu le jour, pour un certain nombre de raisons. On doit aussi savoir que SMAC n'a pas encore vu le jour, un outil qui serait justement très important pour l'intégration dans cette sous-région. Mais j'aimerais qu'on soit aussi très précis sur un sujet. C'est très important la libre circulation des personnes, mais c'est encore plus important la libre circulation des biens. On a remarqué qu'il y a une difficile libre circulation des biens entre les pays de la sous-région. Autrement dit, le commerce intra-communautaire est extrêmement faible. Alors, de ce point de vue, le Cameroun, qui est un élément extrêmement important de la CEMAC, avec 40% du produit intérieur brut et la moitié de la population CEMAC, c'est-à-dire 20 millions d'habitants, le Cameroun gagnerait énormément, n'est-ce pas, en s'investissant énormément dans ce nouveau projet. Alors, juste un exemple pour terminer. Jusqu'ici, le Cameroun, c'est exactement 45% des échanges avec l'Union européenne. Imaginons que le Cameroun puisse avoir, n'est-ce pas, un fort taux d'échange plutôt avec les autres pays, n'est-ce pas, de la CEMAC, ce qui serait extrêmement intéressant pour nous. Dans tous les cas, l'intégration sous-régionale en Afrique centrale est en marche, elle est progressive, peut-être c'est une lente progression. Merci Jean-Paul Éric Yombi d'avoir accepté ce plateau. Vous êtes journaliste internationaliste, vous avez publié abondamment sur la CEMAC, il faut le noter. Merci professeur Aboya Indong Manassé, merci Cyril Kemeye et Dominique Yamtiba, merci d'avoir accepté ce plateau. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Nous sommes arrivés au thème de cette émission. Restez connectés sur les programmes d'Equinox Télévision. Je vous retrouve dimanche prochain lorsqu'il sera
12 h. Au revoir.